Cameroun au bord du chaos, Ngo et Motaz allument l'incendie de l'après-Biya. Quand les hyènes commencent à se battre pour la carcasse, c'est que le lion est déjà fatigué. Ce soir, le Cameroun ne dort pas. Il retient son souffle. Quelque chose se fissure au sommet de l'État. Quelque chose grince dans les rouages du pouvoir. Et ce bruit-là, ce n'est pas celui du peuple. C'est celui des clans. Bienvenue sur Kamenews, la chaîne qui regarde le pouvoir droit dans les yeux, même quand il tremble, même quand il ment, même quand il se déchire. Ce que vous allez entendre n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas un buzz de réseaux sociaux. C'est le récit d'une guerre froide au sommet de l'État, une bataille interne qui, selon plusieurs sources et lanceurs d'alerte, pourrait mettre le pays en feu. Le drame, le pays comme terrain de jeu. Aujourd'hui, deux hommes puissants, deux piliers du régime, jouent avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La stabilité du Cameroun. D'un côté, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, gardien du palais, homme de l'ombre devenu trop visible. De l'autre, Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, maître de la caisse, stratège silencieux aux mains longues. Officiellement, ils servent le même chef. Mais officieusement, ils se livrent une bataille totale pour l'après-Biya. Et dans cette bataille, le pays n'est pas une priorité. Le pays est un enjeu. Une guerre sans balles, mais pas sans dégâts. Pas de chars dans les rues. Pas de coup d'État à la radio. Mais des lettres qui tuent. Des signatures qui brûlent. Des décisions qui fracturent. Une guerre administrative, politique et stratégique, menée dans le silence, pendant que le peuple regarde ailleurs. Ce n'est pas une simple querelle de personnes. Ce n'est pas un banal conflit de compétences. C'est une lutte pour le contrôle de l'État, le jour où Paul Biya ne pourra plus arbitrer. Le silence du chef, le bruit des couteaux. Et au sommet de tout cela, un silence. Un silence lourd. Un silence inquiétant. Paul Biya ne parle plus. Paul Biya ne tranche plus. Paul Biya regarde, ou laisse faire. Et quand le chef se tait trop longtemps, les héritiers sortent les couteaux. Appel à l'attention du public. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de complots feutrés, de rivalités cachées et de décisions qui peuvent changer le destin d'un pays entier. Chaque détail compte. Chaque mouvement a un sens. Ce n'est pas une simple affaire administrative. C'est une révélation. Interaction et promotion version sérieuse mais satirique. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kamenews. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kamenews, on ne vous sert pas l'actualité fade et recyclée. On vous la sert bien épicée, bien chaude, sans anesthésie. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et certains auraient préféré que vous ne l'entendiez jamais. Parti à l'après-BYK avant Biya, quand le pouvoir commence à se partager avant la fin. Au Cameroun, il existe une règle non écrite, mais parfaitement respectée. Quand le chef commence à se taire, les héritiers commencent à parler. Officiellement, Paul Biya est toujours là. Son portrait trône encore dans les bureaux. Son nom ouvre toujours les discours. Ses ordonnances sont toujours lues à la télévision. Mais dans les coulisses du pouvoir, une autre réalité s'impose doucement. Le règne touche à sa fin, même si la fin n'a pas encore été annoncée. Et au Cameroun, quand la fin approche, le système ne s'effondre pas d'un coup. Il se fissure. Il craque. Il grince. Et surtout, il révèle ses monstres. Le silence du sommet, bruit des clans. Depuis quelque temps, une chose frappe les observateurs avertis. Le silence prolongé du chef de l'État sur les grandes batailles internes. Plus d'arbitrage clair. Plus de rappels à l'ordre public. Plus de décisions tranchées. Et dans ce silence, les clans ont compris le message. Ou plutôt, ils ont compris l'absence de message. Car au Cameroun, le pouvoir ne tombe jamais. Il est arraché. Alors chacun se prépare. Chacun compte ses alliés. Chacun sécurise ses positions. Chacun teste les limites. Le Cameroun est entré dans l'après-Biya, sans l'avoir déclaré officiellement. Deux hommes, deux clans, un trône invisible. Dans cette phase trouble, deux figures émergent avec insistance. Ferdinand Ngo et Louis-Paul Motaz. Deux hommes du système.
Deux produits purs du régime. Deux visages connus du pouvoir. Mais attention. Ce ne sont pas seulement deux individus. Ce sont deux clans. Derrière eux. Des réseaux. Des fidélités. Des intérêts. Des ambitions longtemps contenues. Ngo incarne le pouvoir du palais, celui qui voit tout, qui filtre tout, qui contrôle l'agenda et les accès. Motaz incarne le pouvoir de la caisse, celui qui signe, bloque, débloque et affame. Quand le palais et la caisse se regardent mal, le pays tremble. La peur de l'après, le vrai carburant du conflit. Ne vous trompez pas. Ce conflit n'est pas idéologique. Ce n'est pas une bataille de vision. Ce n'est pas un débat de projet. C'est une peur. La peur de l'après. La peur du vide. La peur de perdre. La peur d'être du mauvais côté de l'histoire quand tout bascule. Au Cameroun, quitter le pouvoir n'est pas une retraite. C'est un risque. Alors chacun veut être du côté du vainqueur avant même que la bataille ne commence. La nuit des longs couteaux version tropicale. Ce que décrivent certains lanceurs d'alerte, dont Paul Chouta, ressemble étrangement à une nuit des longs couteaux à la camerounaise. Pas de chars dans les rues. Pas de coup d'état à la radio. Mais des réunions nocturnes. Des lettres stratégiques. Des signatures douteuses. Des nominations calculées. Des humiliations silencieuses. La guerre est feutrée, mais elle est réelle. Et comme toujours dans ce genre de guerre, ce n'est pas le plus bruyant qui gagne, mais le plus patient. Le régime qui se mange lui-même. Ce qui rend cette bataille encore plus tragique, c'est une chose. Ce sont les enfants du régime qui s'entretuent. Pas l'opposition. Pas la société civile. Pas le peuple. Le système Biya se dévore lui-même. Chacun accuse l'autre de trahison. Chacun se présente comme le dernier rempart. Chacun dit agir pour la stabilité. Mais en réalité, chacun agit pour sa survie politique personnelle. Le peuple mis hors jeu dès le départ. Et pendant ce temps, le peuple absent du jeu. Aucun débat national. Aucune consultation. Aucune pédagogie. La succession se prépare sans le citoyen, comme si le Cameroun était une entreprise privée dont les actionnaires se partagent les parts dans une salle fermée. Le peuple sera informé plus tard. Ou il subira une transition qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi cette bataille est si dangereuse. Parce qu'elle annonce une transition non assumée, mal préparée, opaque et conflictuelle. Et l'histoire africaine est claire. Les transitions confisquées sont toujours violentes. Pas forcément avec des armes. Mais avec des pénuries, des tensions, des règlements de compte, des fractures durables. Question qui plante le décor. Alors posons la question qui dérange dès maintenant. Le Cameroun est-il prêt pour l'après-Biya, ou est-il en train de le subir avant même qu'il n'arrive? Et surtout, qui a décidé que cette succession se ferait sans le peuple? Partie 2. Le port de Douala, là où le pays se joue entre conteneurs, argent et silence. S'il existe un endroit où le Cameroun respire, transpire et parfois suffoque, c'est bien le port autonome de Douala. Le port, ce n'est pas seulement des bateaux et des conteneurs. C'est le cœur qui pompe le sang de l'économie nationale. Quand le port éternue, le pays tousse. Quand le port est bloqué, le Cameroun s'asphyxie. Et quand le port est confisqué, la souveraineté prend l'eau. Ce n'est donc pas un hasard si la guerre entre les clans Ngo et Motaz a choisi ce lieu précis comme champ de bataille. Le scanning des marchandises, un os trop juteux. Officiellement, on parle de scanning des marchandises. Un terme technique. Presque ennuyeux. Mais derrière ce mot sage se cache un pactole colossal. Chaque conteneur scanné, c'est de l'argent. Chaque cargaison contrôlée, c'est du pouvoir. Chaque flux maîtrisé, c'est un levier politique. Le scanning, c'est la douane qui voit tout. Et celui qui voit tout contrôle tout. Depuis des années, cette mission est assurée par SGS, société internationale installée confortablement dans le paysage portuaire camerounais. Une présence devenue presque banale, donc suspecte. Transatlantique des SA, le nouvel enfant du sérail. Puis surgit Transatlantique des SA. Présenté comme la solution moderne. La société qui va mieux faire. La société qui va rapporter plus.
Déjà implanté au port de Kribi, Transatlantique DSA avance désormais vers Douala. Mais pas sur la pointe des pieds. À marche forcée. Et très vite, les observateurs notent une chose. L'entreprise ne marche pas seule. Elle avance entourée de soutiens puissants. Très puissants. Cyrus Ngoo, le chef d'orchestre du port. À la tête du port autonome de Douala, Cyrus Ngoo. Un homme discret. Mais central. Présenté comme proche du secrétaire général de la présidence, il devient une pièce maîtresse dans cette bataille. Car au port, celui qui contrôle l'administration contrôle le tempo. Les décisions s'accélèrent. Les procédures se bousculent. Les résistances internes sont contournées. Le port devient un terrain d'exécution politique. SGS, le camp Motaz. De l'autre côté, SGS. Vieille maison. Vieil allié. Vieille habitude. Mais derrière SGS, selon plusieurs sources, se cache le clan de Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. Et là, le conflit prend une autre dimension. Car Motaz ne contrôle pas seulement un ministère. Il contrôle les finances. Il contrôle les circuits budgétaires. Il contrôle les nerfs de la guerre. Quand Motaz bloque, le système s'arrête. Quand Motaz dit non, les dossiers prennent la poussière. Une guerre d'intérêts, pas une guerre d'idées. Qu'on ne se trompe pas. Personne ici ne se bat pour l'intérêt général. Personne ne se bat pour la modernisation du port. Personne ne se bat pour le citoyen. On se bat pour le contrôle. Le port, ce n'est pas seulement l'argent qui entre. C'est aussi ce qui ne doit pas être vu, ce qui doit passer discrètement, ce qui doit être sécurisé en cas de crise. Dans un pays où la transition politique s'annonce incertaine. Le port devient un bunker. Douala, miroir du chaos national. Ce bras de fer révèle quelque chose de plus profond. Le Cameroun n'est plus gouverné par des règles, mais par des rapports de force. À Douala, les lois existent. Mais elles sont interprétées selon le clan du moment. Les contrats sont signés. Mais leur validité dépend du rapport de pouvoir. Les institutions sont là. Mais elles servent de décor. Le port devient le miroir exact du Cameroun politique, stratégique, riche, disputé, et instable. Une bombe à retardement. Quand deux clans s'affrontent dans un lieu aussi sensible. Le risque n'est pas seulement économique. Un port paralysé, c'est des pénuries, des tensions sociales, des hausses de prix, des frustrations populaires. Et dans un contexte déjà tendu, le moindre incident peut mettre le feu aux poudres. Question qui gratte. Alors posons la question que personne n'ose poser ouvertement. Pourquoi une telle précipitation? Pourquoi maintenant? Pourquoi Douala, et pas ailleurs? La réponse est simple et inquiétante, parce que l'après-Biya ne se prépare pas dans les discours, mais dans les infrastructures stratégiques. Partie 3 lettres fantômes, signature floue et guerre d'autorité au sommet. C'est ici que le film devient vraiment inquiétant. Parce que lorsque les batailles quittent les couloirs feutrés pour entrer dans les documents officiels, alors ce n'est plus seulement une querelle de personnes. C'est l'État lui-même qui commence à trembler. Au cœur de cette séquence explosive. Une lettre. Une simple feuille de papier. Mais au Cameroun, une lettre peut valoir plus qu'une loi, plus qu'un décret, plus qu'une constitution. La lettre qui a fait trembler le système. Selon les informations relayées par plusieurs sources concordantes, le général Amougou Emmanuel, présenté comme proche du secrétaire général de la présidence, adresse un courrier au ministre des Transports. Dans cette lettre, il affirme noir sur blanc que Paul Biya aurait donné son accord pour le déguerpissement de la société SGS au profit de Transatlantique DSA. Boum. Une phrase. Une affirmation. Et tout le pays retient son souffle. Mais très vite, les questions fusent. Où est la preuve formelle? Où est l'acte présidentiel officiel? Où est la décision signée selon les procédures connues? La signature pose problème. La chaîne de commandement est floue. L'autorité réelle derrière le document est contestée. Et là, le doute s'installe. Qui parle au nom du président? C'est ici que le Cameroun entre dans une zone dangereuse. Quand plusieurs personnes parlent au nom d'un seul homme. Dans un État normal. Le président décide. Le gouvernement exécute.
l'administration applique. Mais ici, selon plusieurs analystes, le pouvoir semble fragmenté, éclaté entre clans, alliances et interprétations opportunistes de la parole présidentielle. Chacun brandit le nom de Paul Biya comme un talisman. Chacun dit agir sur instruction. Chacun se cache derrière le silence du chef. Résultat. Personne ne sait vraiment qui décide. Mais tout le monde agit comme s'il décidait. Le Premier ministre entre dans l'arène. Face à cette offensive administrative du clan Ngo, le Premier ministre Joseph Diongut sort de sa réserve. Et pour une fois, le ton est ferme. Très ferme. Il rappelle un principe pourtant basique. Un contrat ne se rompt pas par ceux qui ne l'ont pas signé. Une phrase simple. Mais au Cameroun, la simplicité devient subversive. Par cette déclaration, le Premier ministre conteste implicitement la légitimité de la manœuvre. Bloque l'élan du clan Ngo. Et surtout, réaffirme l'existence d'un minimum de règles. Le pouvoir se fissure en plein jour. Ngal Bibet change de camp. Comme dans tout bon feuilleton camerounais, il y a toujours un retournement. Le ministre des Transports, Ngal Bibet, que certains pensaient proche du SGPR, change de posture. Il rappelle que le contrat de SGS court jusqu'en 2032. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ce repositionnement est lourd de sens. Il montre que le clan Ngo perd des soutiens. Le clan Motas consolide ses positions. Et surtout, la peur de se retrouver du mauvais côté de l'histoire commence à gagner les esprits. Au Cameroun, quand le vent tourne, les convictions changent de direction très rapidement. Une guerre sans arbitre. Ce qui frappe dans cette séquence, ce n'est pas seulement le conflit. C'est l'absence totale d'arbitrage clair. Normalement, dans un État fort, le président tranche. La décision est appliquée. Le débat s'arrête. Mais ici, le président se tait. Les clans parlent. Les ministres se contredisent. Les généraux écrivent. Les directeurs exécutent, ou pas. Le Cameroun fonctionne comme un avion sans pilote, mais avec trop de copilotes. Et chacun essaie de tirer le manche de son côté. L'État devenu un terrain de manœuvre. Cette affaire révèle une vérité dérangeante. L'État camerounais est devenu un instrument au service de clans rivaux. Les institutions ne sont plus des arbitres. Elles sont des armes. Les textes ne sont plus des règles. Ils sont des prétextes. On signe pour bloquer. On écrit pour intimider. On convoque pour impressionner. On invoque le chef pour imposer. La République devient un champ de bataille administratif. Un précédent dangereux. Le plus grave n'est peut-être pas ce conflit précis. Le plus grave, c'est le précédent qu'il crée. Car si demain, chacun peut parler au nom du président. Chacun peut interpréter sa volonté. Chacun peut imposer une décision sans acte clair. Alors plus rien n'est stable. La loi devient optionnelle.